Biographie, anecdote sur le maître Philippe. On trouvera ci-après quelques-uns des renseignements que M. Philippe a donnés sur lui-même, le plus souvent à son gendre, le docteur Emmanuel Lalande, Marc Aven, et quelques remarques, anecdotes et souvenirs variés, etc. Le concernant est rapporté tel quel par Serge Basset, Laurent Boutier, Pierre Chanoine, Monsieur Jean Chapas, Louise Chapas, Jacques Comte, Mademoiselle J. Condamin, Gérard Ancos, Papus, Louis-Alexandre Fauché, René P. Filiol, Marie Glottin, Golphine de Murcia, Élisa Goyon, B. Grandjean, Alfred A.L., Auxerre, Auguste Jacot, Marie Knapp, Docteur Emmanuel Lalande, Marie Lalande, Victoire Lalande, Augier, René Philippon, Auguste Philippe, Jean-Baptiste Ravier, Jules Ravier, Raoul Sainte-Marie, Savarin, Paul Sédir. Lors de la naissance de M. Philippe, le mercredi 25 avril 1849 à 3 heures du matin, et non à minuit comme certains l'ont prétendu. Il y avait un orage d'une rare intensité sur le petit village de Loisieux. Certains en étaient effrayés. L'orage terminé, on put distinguer une grande étoile très brillante qui fut également visible le jour du baptême qui se fit en l'église de Loisieux. Enfant, on l'envoyait garder les troupeaux. Avec un simple bâton, il traçait un cercle autour des bêtes, et elles ne pouvaient le franchir en paissant. Je n'ai pas suivi la même voie que les hommes. C'est pourquoi je n'ai aucun mérite. Je suis tout petit, le plus petit. Jusqu'en juillet 1902, il n'avait eu avec son ami que des entretiens de quelques minutes. Récemment, il a eu avec lui 1 heure entière de conversation. Il semble y avoir autour de lui des puissances qui le gardent sans qu'il s'en occupe. Le sage Bou Amama disait qu'il y avait 3 maîtres sur la terre et qu'il en était le premier. Lorsque nous le voyons la nuit, ce n'est pas toujours lui. On peut emprunter sa forme. Quant à lui, il fait toujours son possible pour se présenter convenablement habillé et tête nue. 3 fois seulement, son ami l'a fait se couvrir. Si nous le voyons en officier ou avec de longs cheveux traînant à terre, c'est un signe certain que c'est lui. Son ami est le Christ. Il possède une connaissance complète de la chimie, de l'alchimie et de toutes leurs applications. Un jour de l'hiver 1901-1902, où il était en Russie avec sa fille et son gendre, il établit les diagnostics et fit plusieurs guérisons de malades de l'hôpital alors qu'il se trouvait loin d'eux, à la faculté, et que les examinateurs lui avaient seulement désigné les numéros des lits des malades à guérir. À son mariage, à la naissance de sa fille, au mariage de celle-ci avec le docteur Lalande, il y eut tremblement de terre et orage. À ce dernier événement, il y eut un moment de la sortie de l'église
et du restaurant une trombe qui s'abattit sur Lyon et plus de 60 coups de tonnerre. Le docteur Lalande lui avait demandé de ne pas avoir de curieux importuns. Le 8 septembre 1900, M. Philippe fit, grâce au docteur G. Ancos, la connaissance de plusieurs des grands-ducs de Russie, dont Pierre, l'oncle du tsar. Un jour, à table, il demanda à sa famille de ne jamais oublier que cette présentation ainsi que le mariage de sa fille Victoire avait eu lieu grâce à Gérard Ancos. Le 26 mai 1898, à 5h15 de l'après-midi, a rapporté Papus. J'étais avec lui dans la cour du 35 de la rue Tête d'Or à Lyon. Il fumait. Il me dit tout à coup: « Tu n'as pas peur ?» « Non, répondis-je. J'espère, pas avec vous. » Et, à la seconde, la foudre tomba à 2 mètres de nous en éparpillant le gravier. « C'est quelque chose qu'on est venu me dire, » m'expliqua M. Philippe, et il continua de fumer. Le temps était parfaitement clair. À l'Arbresle, le phylloxéra avait attaqué toutes les vignes, sauf les siennes. À l'Arbresle également, sa belle-mère manifestait une certaine incrédulité dans une discussion. Alors, il fit sortir dans le jardin tous les meubles du salon, meubles auxquels elle tenait particulièrement. Aussitôt, la pluie se mit à tomber avec violence au grand émoi de la belle maman. Mais quand on rentra les 10 meubles, on constata qu'ils n'avaient pas reçu une seule goutte d'eau. En séance, pour montrer à Papus ce que c'est que la mort, il prend un homme présent et lui arrête le cœur. L'homme tombe inanimé. Au bout de quelques minutes, il rend le mouvement au cœur du patient, qui se relève et qui, interrogé, dit avoir rêvé qu'il prenait le train. Un jour, le parquet l'assigne et le procureur de la République l'accuse d'attirer à ses séances des personnes qu'il dépouille de leurs bijoux. 2 jours après, le fils du procureur est atteint du croup. Le père, affolé, le supplie de guérir son enfant. Il a demandé la guérison à son ami et l'a obtenue. En 1870, il donnait des séances du côté de Perrache. On l'incorpora comme mobile. Il se rendit à la caserne, mais dès le lendemain, une pétition signée de nombreux malades fut remise au préfet pour demander son retour. Le préfet le fit venir et lui demanda un exemple du pouvoir qu'on lui attribuait. Un conseiller de préfecture présent à l'entretien, homme grand, fort et sceptique, le défia de le rendre malade. Philippe se recueillit quelques secondes, et les assistants virent le conseiller tomber comme une masse sur le parquet. Il était évanoui. Victoire Lalande, née Philippe, avait annoncé sa mort à sa mère au moment du mariage. Cette mort prématurée, août 1904, et si douloureuse pour M. Philippe, aurait retardé de plusieurs dizaines d'années l'apparition d'événements mondiaux catastrophiques. Une jeune femme, n'ayant eu jusque-là que des enfants mort-nés,
lui en parla avec désespoir, car on lui avait dit que cela venait du fait que, dans une existence antérieure, elle avait détruit ses enfants. Le maître fut attristé qu'on ait ainsi affligé cette femme, et avec beaucoup de douceur, il lui dit qu'il valait mieux prendre ce qui lui était arrivé comme une épreuve, et que dès à présent, on lui donnerait des enfants vivants. Elle en eut plusieurs par la suite qu'elle éleva parfaitement bien. Il s'est toujours occupé de mécanique, de médecine, de chimie. De 1898 à 1901, il a inventé l'héliosine, médicament de vie qu'il a confié au docteur Lalande, très adroit et très soigneux dans tous les arts manuels. Une nuit, il travaillait dans son laboratoire du 6 de la rue du Bœuf à Lyon, à la fabrication des pilules d'héliosine, destinées à prolonger la vie, c'est-à-dire à rajeunir d'une année la force vitale d'un malade. Tout à coup, la lumière s'éteignit, et les pilules en cours de fabrication tombèrent dans le feu, jetées par une force inconnue. Un jour qu'il promenait madame Ancos dans la voiture automobile qui lui avait été offerte par le tsar, le vent était très violent, mais les automobilistes ne le sentirent aucunement alors qu'il soufflait sur la route tout autour d'eux. Deux agents emmenaient un homme. Ils s'approchent d'eux. Chapas était là. Philippe leur demande de laisser aller cet homme. Les agents refusent. Alors, sortant un journal de sa poche, il le met dans les mains des agents en leur disant « Tenez, voilà votre prisonnier » et les représentants de l'autorité de relâcher le prisonnier et d'emporter le journal. Depuis plusieurs années, il avait une affection cardiaque dont il devait mourir à 56 ans. L'une de ses premières guérisons remonte à 1866 à la gorge du Loup. Un enfant était mort. 2 médecins étaient venus. On prenait déjà les mesures du cercueil quand Philippe, appelé par un voisin, dit à l'enfant de se lever, ce qu'il fit, au grand émoi des assistants. C'est en 1866 également que M. Philippe annonça la guerre malheureuse de 1870. À cause de cette annonce, il fut surveillé pendant plusieurs années par la police. Le maître n'imposait jamais son opinion. Il disait simplement « C'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé de le croire, c'est mon opinion, voilà tout. » Il guérissait les maux les plus invraisemblables, et l'effet se produisait immédiatement. Les témoins en demeuraient stupéfaits. Il disait toujours que ce n'était pas lui qui agissait, mais le ciel, ou son ami, auquel il pouvait tout demander. Dans l'intimité, il était tout autre. En présence d'un ami, qu'il sentait être plus voisin de lui, il se livrait davantage dans un calme parfait qui l'inondait, et quelque chose d'inébranlable pénétrait de lui en vous-même. Dans la propriété de l'Arbresle, il ne recevait pas autour de la maison d'habitation, ni sur la grande terrasse qui l'encadre, mais la cour, et souvent une grande partie de l'allée était remplie de monde. Il recevait les visiteurs devant son petit laboratoire. Que de nuits il a passé là, à son travail, ou bien
assis sur la murette qui borde l'étang, à ses méditations. Il se retirait là du monde, du va-et-vient de la maison et des importuns. En 1887, 1890 et 1892 notamment, il fut condamné pour exercice illégal de la médecine. Voici une lettre qu'il écrivit à quelqu'un qui voulait évidemment venir à son secours. « Je viens vous remercier de vos bonnes intentions à mon égard. Je n'ai sollicité moi-même aucun témoignage en ma faveur. Quelques personnes se sont présentées pour témoigner de la vérité. On a ri. Beaucoup de ces personnes ont été certainement tournées en dérision. Mais un jour viendra, et ce jour est bien près, où Dieu les récompensera. Ce que je fais, je le referai encore, car je n'ai jamais fait le mal. J'ai été inculpé, c'est très vrai. J'ai été bien insulté, mais j'ai la grande satisfaction d'avoir toujours rendu le bien pour le mal. Si le tribunal me condamne, le tribunal céleste me graciera, car il m'a donné une mission à remplir que la puissance humaine ne peut remplir pour moi, et elle ne peut m'empêcher d'accomplir mes devoirs. Il disait: pour arriver à commander aux animaux, aux plantes et à la nature, il n'y a qu'un chemin qui est la souffrance. Mais pour en arriver là, la route est longue et la souffrance à supporter est immense. Le royaume de Dieu est bien en nous, mais nous ne sommes pas au royaume de Dieu. Le paradis est sur terre, c'est la pleine connaissance. Celui-là est au paradis qui a atteint sa pleine liberté. La véritable résurrection de la chair est la seule, c'est la réincarnation. Cela explique tout. De même, la véritable communion est encore inconnue. On ne sait pas ce que veut dire boire le sang ou manger la chair de Jésus-Christ. On est au bout de ses peines lorsqu'on est heureux de ses peines. Je n'ai pas suivi la même voie que les hommes. C'est pourquoi je n'ai aucun mérite. Je suis tout petit, le plus petit. Je suis le plus vieux de vous tous. Dans le soleil, il y a une végétation magnifique. Il se trouvait un jour avec M. Chapas sur les quais. Passent 2 gendarmes emmenant un déserteur. M. Philippe leur demande courtoisement de le laisser. Ils lui répondirent grossièrement. Alors il leur désigne un arbre tout proche et leur dit: « Mais voilà votre prisonnier, tenez-le donc. » Les gendarmes mettent les mains sur l'arbre et se réveillent 1 heure après devant une foule goguenarde. 3 soldats étaient hospitalisés pour typhoïde. Leur état était considéré comme des plus graves. M. Philippe vint les voir et leur affirma que, dès le lendemain, ils entreraient en convalescence. Et ce fut ce qui se produisit. À l'âge de 5 ans, alors que son père faisait la campagne d'Italie, il lui a fait tourner la tête au moment où passait un boulet, le sauvant ainsi de la mort. En séance, 2 auditeurs sont priés de placer les mains sur leur tête. Instantanément, elles se trouvent comme collées, et ce, malgré les efforts faits
par 2 personnes vigoureuses pour essayer de les détacher. Un jour, un ouvrier se présenta, 35 rue Tête d'Or, ayant eu le petit doigt d'une main sectionné par une machine. Il était désespéré. Monsieur Philippe lui demanda: « Où as-tu mis ton doigt ?»« Dans ma poche, répondit l'homme, et il en sortit son doigt, peu frais et tout rabougri, enveloppé dans un mouchoir. Monsieur Philippe le prit, le mit dans une poche de son gilet, posa une main sur la blessure, fit un gros pansement, et ordonna au blessé de ne retirer le dit pansement que 8 jours plus tard. Quand l'ouvrier eut enlevé le pansement, il constata que sa main était redevenue normale. En 1905, quelque temps avant son décès, j'eus une entrevue avec mon maître sur la terrasse de l'Arbresle, a dit madame Lalande. Il me dit tristement, mais sans aucune angoisse ou crainte de l'inconnu: « C'est dur quand il faut partir et donner sa vie ailleurs. » Voici quelques détails sur le comportement de M. Philippe. Il était poli et très déférent envers n'importe quel fonctionnaire. Il marchait beaucoup sans jamais se hâter. Il fumait énormément, de longues pipes en terre. Son hospitalité était très large et sa générosité très grande. Il n'avait pas de régime alimentaire. Quoique jamais pressé, il n'était jamais inactif. Il avait une grande habileté manuelle pour les travaux mécaniques, le fer, le bois, le verre, etc. Il s'occupait beaucoup de chimie pharmaceutique. Il pouvait se passer complètement de sommeil. Lorsqu'on s'approchait de M. Philippe, l'on avait l'impression de rencontrer 2 personnages en un seul: un paysan à l'aspect rude, énergique, un sous-officier en retraite, plein de rayonnement et de bonté. Il paraissait plus grand qu'il ne l'était en réalité. Il se tenait très droit. Il avait un regard parfois voilé et lointain, parfois incisif et pénétrant. Lorsqu'on lui adressait la parole, il répondait d'une façon affable. Lorsqu'on lui posait des questions, il semblait absent. Il gardait le silence. Il avait l'air de ne pas vouloir répondre. Si l'on insistait, brusquement la réponse surgissait, précise, vive, vous touchant au vif. L'on était secoué, comme par un contact électrique, comme sous l'influence d'une décharge. La parole entendue vous accompagnait toujours et ne vous quittait jamais. Il y avait peu de livres chez lui. Cependant, lorsqu'il parlait, il semblait avoir tout lu. Son érudition était immense. Les idées les plus étranges circulaient à son égard. L'on faisait état de ce qu'il pouvait se rendre invisible. Il aurait fait une expérience concluante devant l'ancien libraire Chamuel et son ami Paul Sédir. Il pénétra dans une pièce où se trouvaient Sédir et Chamuel. La chambre était fermée à clé. Les 2 amis corrigeaient des épreuves. Absolument bouleversés par cette présence, ils se levèrent. Mais M. Philippe, ayant pris une feuille du manuscrit, la mit dans sa poche et disparut de la salle comme une apparition. Le surlendemain, Chamuel recevait le manuscrit corrigé. Il y a quelques années, 5 ans peut-être, je rencontrai le maître, a écrit l'un de ses disciples aimés. Il me permit de l'accompagner. Lorsque nous fûmes au pont Lafeuillé,
Le maître me dit qu'il fallait qu'il arrivât absolument dans 10 minutes à la gare de Vèze. Je lui répondis, en regardant ma montre, « Maître, mais c'est impossible. » Je crus même à une plaisanterie de sa part. Sans me répondre, le maître me fit prendre le bateau, la mouche, et aussitôt que les voyageurs furent embarqués, il s'approcha du capitaine et lui dit quelques paroles qu'il me fut impossible d'entendre. Tout ce que je sais, c'est la réponse du capitaine. « Ah, c'est vous, c'est bien. » Et, sans plus d'explication, le capitaine alla sans la moindre hésitation vers le pilote et lui donna un ordre que je ne pus entendre. Dès cet instant, la mouche, sur l'ordre du capitaine, vogua à toute vapeur. Malgré que je fus habitué aux surprises, je ne puis exprimer mon étonnement lorsque je vis que la mouche ne s'arrêtait à aucun des pontons qui existaient sur le parcours de Lafeuillé à Vèze. D'autre part, j'étais fort surpris de voir le capitaine ne faire aucun appel aux voyageurs, contrairement à la coutume, avant d'arriver au ponton, malgré le nombre relativement considérable de voyageurs pour un jour férié. Ainsi que j'en avais l'habitude, je ne demandai aucune explication. Et lorsque nous fûmes arrivés au ponton de Vèze, le maître me quitta en me disant « Vous voyez, j'ai encore plus de 3 minutes, et c'est suffisant. » L'habitude était prise par les disciples du maître de lui souhaiter sa fête pour la Saint-Nizier. Un jour, il manifesta le désir d'être fêté, le dimanche des Rameaux, lequel, cette année-là, se trouvait le 31 mars. À cette occasion, beaucoup de personnes apportèrent des fleurs. Il les fit distribuer par mesdames Chapas et Condamine. Mais, comme rien n'était fait au hasard, chacun reçut des branches de fleurs de couleurs et d'espèces différentes symbolisant les goûts et le caractère de celui ou de celle qui les recevait. J'ai retrouvé dans les archives de Papus 2 touchantes cartes imprimées en hommage au maître le 27 mars 1898 et le 26 mars 1899. Il s'agit de 2 sonnets qui lui furent lus à l'occasion de sa fête et dont voici le texte émouvant par la simplicité et la sincérité des 2 humbles disciples qui en furent les auteurs. Cher bienfaiteur, mon ange gardien m'a dit « Va, mon enfant chéri, va, toi, le plus petit, parler bien doucement, comme dans ta prière, à l'apôtre divin que Dieu mit sur la terre. Au nom de tous, dis-lui que le sien est béni, que notre cœur lui donne un amour infini. Dis-lui que sa grande âme, enfant, nous est bien chère, qu'il est notre sauveur, notre bienveillant Père. Pour célébrer sa douce et sainte fête, ouvre ton cœur, joins les mains, sois poète. Dis pour nous tous, en accent très ému, ô maître aimé, votre beau front rayonne d'une éclatante et céleste couronne, auréole d'amour faite de vos vertus. 27 mars 1898. Après l'audition de ce sonnet, le maître, ému aux larmes par tant d'amour, demanda à se retirer un instant pour calmer son cœur. Doux maître, autour de vous, plus de mots, plus de pleurs. Votre but est atteint, tout est joie et splendeur. La vie est en notre âme à l'allégresse unie. Hosanna,
tout sourit, c'est l'aurore bénie. Que cet humble sonnet soit l'encens de ces fleurs, qu'il chante avec amour l'estance de nos cœurs, qu'en une ravissante et céleste harmonie, il porte aux pieds de Dieu sa tendresse infinie. Ô Maître bien-aimé, cher délicat trésor, les anges du Seigneur, en un ardent essor, couronnent votre tête. La fleur se fanera, demain, dans quelques jours, mais nos cœurs resteront pour célébrer toujours votre immortelle fête. 26 mars 1899.